Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité internationale. Tout de suite, le sommaire. Au menu de ce journal, en République démocratique du Congo, l'opposition appelle à une mobilisation le 15 août contre la loi référendaire validée par la Cour constitutionnelle. Les incendies se multiplient en Europe. 4 pays touchés, le Portugal, la Grèce, la France, l'Espagne. Des milliers d'hectares partis en fumée. Et puis les États-Unis ont frappé l'Iran ce jeudi, une riposte après une attaque iranienne contre une base américaine en Jordanie. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Au Mali, Amnesty International affirme qu'au moins 19 soldats maliens capturés lors de l'embuscade de Tabricha dans la région de Gao le 18 juillet dernier auraient été exécutés sommairement. Dans un rapport publié dernièrement, l'organisation indique avoir analysé plusieurs vidéos et estime que ces faits pourraient constituer des crimes de guerre. Les explications dans ce reportage. Nous avons consulté 12 vidéos qui ont été prises vraisemblablement par les assaillants après l'embuscade de Tabrichat le 18 juillet dernier, donc par le Front pour la libération de l'Azawad et par des éléments du groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans. Et après consultation et analyse et authentification de ces vidéos, nous avons vu que 19 soldats maliens qui étaient hors de combat, à savoir en reddition et qui étaient prisonniers, ont reçu des tirs par balle en fait de 5 combattants au moins. Et dans d'autres vidéos de la même séquence, vous pouvez les voir tous morts après ces tirs par balle-là. D'autres soldats ont aussi été victimes de mauvais traitements dans les vidéos que l'on a consultées et authentifiées. Et cela montre le danger qui se présente à l'heure actuelle au Mali dans un contexte de retrait de la Cour pénale internationale où les lois les plus élémentaires du droit international humanitaire ne sont pas respectées et où des éléments des forces armées maliennes, des combattants, peuvent être victimes d'exécutions sommaires au mépris de tous ces principes. Ousmane Diallo, concrètement, qu'est-ce qui distingue un soldat tué au combat d'un soldat exécuté? Où se situe la ligne juridique? Oui, je pense que le droit international humanitaire présente des catégories protégées, notamment les soldats ou membres des groupes armés qui sont hors de combat, donc qui ne présentent plus de menaces, qui ne participent plus aux hostilités et qui peuvent être faits prisonniers dans le contexte de ces hostilités. Ces catégories-là sont protégées par le droit international humanitaire et ne peuvent pas être tués ou victimes de tirs, comme s'ils étaient impliqués dans les hostilités de manière directe. Et ce qu'on a pu noter dans cette vidéo, c'est que des soldats qui étaient couchés, parfois les mains derrière le dos, ont reçu des tirs par balle au mépris de ce droit international humanitaire. Et nous dénonçons ces violations qui ont été faites par ces groupes armés. Enfin, vous demandez au FLA et au GSIM, qui sont donc accusés de ces exactions, de sanctionner et d'exclure les auteurs de leur rang. Un groupe affilié à l'organisation terroriste Al-Qaïda qui punirait ces combattants pour crimes de guerre. Est-ce possible, selon vous? Tout reste à voir parce que le Front pour la libération de l'Azawad a toujours déclaré être complètement distinct des exactions qui sont commises par les parties belligérantes. Jusqu'à l'heure actuelle, le FLA affirme disposer de plusieurs soldats maliens qui sont prisonniers, ainsi que de combattants d'Africa Corps. Et nous leur présentons leurs obligations en tant que partie du conflit armé non international qui affecte le Mali. Et les parties ont des obligations notamment de sanctionner et de prévenir les risques de ces abus abusifs, de ces abus excessifs, excusez-moi, du droit international humanitaire. Et donc, il leur incombe de sanctionner ces éléments-là qui ont pu être responsables de ces exactions. Ousmane Diallo, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de ce nouveau rapport d'Amnesty International sur ces exactions. En République démocratique du Congo, la coalition d'opposition C64 hausse le ton après la validation par la Cour constitutionnelle la loi référendaire qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. L'opposition appelle les Congolais à une mobilisation le 15 août pour dénoncer cette décision. Suivons à présent.
De la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Il a prouvé que la Cour constitutionnelle est pleinement plongée en complicité avec M. Tshisekedi dans la criminelle entreprise de renversement de l'ordre constitutionnel. La Cour constitutionnelle reste une caisse de résonance qui ne mérite ni respect ni crédit du peuple congolais. Prince Epengue, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à France 24. Vous êtes porte-parole de la coalition Lamouka. On l'a vu lors de la conférence de presse, le C64 parle de haute trahison et d'arrêt scélérat après la décision de la Cour constitutionnelle. Ce sont des mots extrêmement forts quand même. Je crois même que les mots utilisés par la C64 ne donnent pas l'étendue de la gravité de la situation dans notre pays. L'arrêt de la Cour confirme les complots contre l'ordre constitutionnel et institutionnel établi. Il y a une association criminelle entre le président de la République, la Cour constitutionnelle et son gouvernement. Ils veulent liquider la démocratie. L'arrêt de la Cour ne se limite pas à interpréter. La Cour s'est substituée au peuple en donnant le pouvoir de changer l'article 220 à M. Félix Tshisekedi. Et justement, vous parlez de complot. La Cour a validé la loi référendaire, mais avec des réserves d'interprétation. Pour vous, ces réserves ne changent rien. Hein? Pourquoi? Ces réserves en disent long si les injonctions politiques subies par la Cour. On n'a pas demandé à la Cour constitutionnelle de remplacer le peuple. On n'a pas demandé à la Cour constitutionnelle de faire sa propre loi sur les référendums. La mission de la Cour, c'est de dire au peuple, est-ce que la loi Ngondankoy est conforme à la Constitution? Mais là, dans son arrêt, la Cour fait sa propre Constitution, échafaude sa propre loi référendaire. Tout simplement parce que la Cour est sous les bottes de M. Félix Tshisekedi. Donc, pour nous, en matière constitutionnelle, quand on saisit la Cour pour ce type de matière, la Cour a à nous dire que la loi est conforme à la Constitution ou elle ne l'est pas. Là, la Cour aurait tout simplement dû rejeter la loi, la renvoyer au Parlement. Comment pouvez-vous comprendre que presque un tiers des articles de la loi sont sous réserve? Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un doute raisonnable de la part des juges de la Cour. Il y a eu un doute même au niveau de l'opinion. Dès le départ, la loi était décriée par notre peuple. Tout le monde savait que cette loi qui donne à M. Tshisekedi le pouvoir de changer l'article 220 est une loi qui contrevient à la Constitution. Des militants des droits humains et des acteurs de la société civile se sont réunis jeudi à Nairobi au Kenya pour réclamer la libération immédiate de l'opposant ougandais Kizza Besigye, hospitalisé dans un état jugé critique après être effondré lors d'une audience à Kampala. Il est au cœur de nouvelles inquiétudes sur le respect des droits de l'opposition en Ouganda. Suivons à présent. Réunis ce jeudi à Nairobi, des militants ont appelé à la libération immédiate de l'opposant ougandais Kizza Besigye, hospitalisé dans un état jugé critique après s'être effondré en pleine audience à Kampala. Un rapport médical décrit un état de santé extrêmement préoccupant. Le docteur Besigye a les yeux jaunis, respire difficilement et peine à reprendre son souffle.
Il se bat actuellement pour sa vie sous la surveillance de militaires dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital national de référence de Moulago. Par ailleurs, son co-avocat et dirigeant du People's Front for Freedom, Erias Lukwago, est lui aussi dans un état critique à la prison de Luzira. Les autorités lui refusent toujours une évacuation médicale d'urgence vers l'Inde, alors même que les médecins de l'hôpital national de référence ont officiellement tiré la sonnette d'alarme. La situation de Kizza Besigye est suivie avec une attention particulière au Kenya, où il avait été arrêté en novembre 2024 avant d'être transféré en Ouganda. Le maintien en détention du docteur Besigye ne peut pas être considéré comme un fait isolé. Son transfert illégal hors du pays, sa détention prolongée, la dégradation de son état de santé et le maintien des poursuites engagées contre lui, malgré les contestations de plus en plus nombreuses des éléments de preuve avancés par l'État, sont autant de signes d'une offensive croissante contre les garanties d'une procédure régulière, l'indépendance de la justice et l'état de droit. En Ouganda, Kizza Besigye est poursuivi pour trahison, une infraction passible de la peine de mort. Les procureurs l'accusent d'avoir participé avec d'autres personnes à un projet visant à renverser le gouvernement. Autre information à présent, face aux critiques de plusieurs pays africains après de récentes violences visant des ressortissants étrangers en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain a proposé ce jeudi l'organisation d'un dialogue continental sur les migrations. Pretoria souhaite que l'Union africaine soutienne cette initiative afin d'examiner les causes du sentiment anti-migrant et d'élaborer une réponse commune à l'échelle du continent. Cette démarche intervient alors que les violences ont fait plusieurs morts et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes, suscitant des tensions diplomatiques avec des pays comme le Nigeria et le Ghana. Dans un autre registre, le Portugal, la Grèce, la France et l'Espagne sont confrontés à une série d'incendies d'une ampleur exceptionnelle alors qu'un feu reste hors de contrôle dans le nord du Portugal et que la Crète est ravagée par les flammes. La France connaît la pire saison des feux de son histoire, tandis que l'Espagne a enregistré un incendie majeur aux portes de Madrid. Selon les scientifiques du groupe World Weather, ces événements sont largement favorisés par le réchauffement climatique. Suivons un extrait de vidéo. Un incendie hors de contrôle dans le nord du Portugal, 800 pompiers mobilisés. En Grèce, c'est l'île de Crète qui est en proie aux flammes, 8000 personnes forcées d'évacuer. La France, elle, fait face à la pire saison des feux de son histoire, alors que l'Espagne a enregistré son plus vaste incendie aux portes de Madrid. Des catastrophes expliquées notamment par le réchauffement climatique, selon les scientifiques du groupe World Weather. Dans ce rapport, nous avons examiné le rôle du changement climatique d'origine humaine dans les conditions météorologiques propices aux incendies en France et en Espagne, deux pays touchés par de grands feux en ce moment. Nous avons constaté que ce changement climatique a rendu ces conditions au moins 20 fois plus probables en Espagne et au moins 2 fois plus probables en France par rapport à l'ère pré-industrielle. Ces incendies surviennent alors que l'Europe est frappée par une sécheresse intense et des températures très élevées. Le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré sur le continent, avec une température moyenne de 20,7 degrés, soit plus de 3 degrés au-dessus de la norme. Dans ce contexte, les climatologues estiment que ce type d'incendies peuvent se produire tous les 20 ans en France et tous les 6 ans en Espagne. Le point le plus important est que nous devons cesser de brûler des combustibles fossiles. Tant que nous continuerons à le faire, les températures mondiales augmenteront, ce qui signifie que les conditions météorologiques propices aux incendies s'aggraveront inévitablement. Depuis le mois de juin, plus de 340 000 hectares ont été emportés par les feux dans les pays de l'Union européenne. Un niveau élevé, mais encore loin de celui atteint à l'été 2025. Plus de 825 000 hectares de végétation avaient brûlé entre le mois de juin et le mois d'août. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié ce vendredi 31 juillet d'attaque et de violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne
l'arrivée de près de 40 000 migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc. Cette déclaration intervient dans un contexte de forte tension autour de la gestion des flux migratoires entre les deux pays. Suivons à nouveau. Oui, tout à fait. Pedro Sanchez vient d'arriver sur place il y a environ 1 heure et est en train justement de s'exprimer. Alors pour faire un petit point rapide sur la situation à Ceuta, la situation reste très tendue, même si déjà depuis quelques heures, des soldats espagnols ont été mobilisés pour renvoyer une partie des migrants sur le territoire marocain. Selon les premières estimations, et comme vous l'aviez dit, ce sont déjà plus de 40 000 migrants qui ont réussi à entrer sur l'enclave espagnole de manière illégale ces derniers jours. C'est un chiffre sans précédent. Et cela représente déjà presque la moitié de la population de cette ville. Alors le bilan désormais est de 27 personnes qui auraient péri justement en tentant de rejoindre Ceuta par la mer et sont morts noyés. Sur place, comme vous l'aviez dit, les autorités tentent de reprendre le contrôle de la situation. La police, les services municipaux et les services d'urgence sont tous mobilisés, mais la situation est complexe puisque tous les centres d'accueil sont déjà complets depuis de nombreux jours. Les services d'urgence sont surchargés, comme nous l'avions dit, Pedro Sanchez s'est rendu sur place, aux côtés également du ministre de l'Intérieur. Ils se sont réunis avec les forces de sécurité de l'État et Pedro Sanchez s'est exprimé en disant qu'il y avait eu une violation territoriale de l'Espagne. Il continue de s'exprimer en ce moment même et ces autres déclarations sont attendues. On sait comment est-ce que ces milliers de personnes arrivées dans cette ville qu'est Ceuta sont prises en charge. On sait qu'une urgence humanitaire avait été annoncée plus tôt par Madrid. Qu'en est-il ? Oui, alors l'urgence humanitaire, c'est effectivement, c'est déjà le cas depuis plusieurs jours. Tous tentent de se mobiliser, mais comme je vous l'ai dit, la situation reste complexe puisque tous les services sont surchargés. Les blessés les plus graves sont immédiatement envoyés vers les hôpitaux. Justement, les services militaires espagnols avaient demandé un renfort, donc on attend les déclarations justement de Pedro Sanchez à ce sujet pour voir ce qu'il va en être cet après-midi de cette mobilisation supplémentaire des services d'urgence sur place. Merci beaucoup, Salma Hajbouz. La Russie a inscrit ce jeudi Pavel Durov, fondateur de la messagerie Telegram, sur la liste des personnes considérées comme terroristes et extrémistes au lendemain du lancement d'une procédure de recherche internationale à son encontre pour complicité présumée de terrorisme. Cette décision entraîne notamment le gel de ses comptes bancaires et de ses avoirs en russe. Malgré cette mesure, Telegram reste largement utilisé dans le pays, aussi bien par les citoyens que par les autorités. Pavel Durov, naturalisé français depuis 2021, est également mis en examen en France dans une affaire liée à la criminalité organisée. La justice azerbaïdjanaise a confirmé jeudi 30 juillet en appel la condamnation de Martin Rian, un homme d'affaires français reconnu coupable d'espionnage au profil de la France. Arrêté en décembre 2023 à Bakou, il avait été condamné en mars dernier à 10 ans de prison. Les autorités azerbaïdjanaises l'accusent d'avoir transmis des informations à la DGSE, des accusations rejetées par l'intéressé et par Paris. Dans un communiqué, la France a dénoncé une condamnation arbitraire et a réclamé sa libération immédiate. Extrait à suivre. Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir lancé une importante série de frappes contre l'Iran en représailles à des tirs iraniens visant une base militaire américaine située en Jordanie. Cette riposte américaine intervient dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient avec le risque d'une nouvelle escalade entre Washington et Téhéran. Le reportage. L'armée américaine a annoncé tôt jeudi avoir mené une importante vague de frappes contre l'Iran.
Le commandement central américain affirme avoir visé pendant plus de 2 heures des dizaines de cibles appartenant aux gardiens de la Révolution, notamment des centres de commandement, des sites de missiles et de drones, ainsi que des installations de surveillance et de défense côtière. Ces frappes interviennent quelques heures après la promesse de Donald Trump de riposter aux tirs visant la Jordanie. Nous allons les frapper très durement parce que c'est un autre tour de frapper. Ils savent que cela arrive. Ils nous demandent de ne pas le faire, mais ils ont tenté de nous attaquer la nuit dernière. 5 missiles ont été tirés à très grande vitesse et ils ont tous été interceptés. Malgré tout, ils ont tenté leur chance. C'est donc un autre tour. Nous verrons plus tard s'il est possible de parvenir à un accord, mais nous allons les frapper très durement. L'agence de presse officielle iranienne rapporte des frappes sur plusieurs villes de la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays, ainsi que sur l'île de Keshm, dans le golfe Persique. Quelques heures après l'annonce américaine, la Jordanie a indiqué avoir de nouveau intercepté 5 missiles tirés depuis l'Iran. Mercredi, les États-Unis, avec le soutien de l'Arabie saoudite, avaient également frappé des milices soutenues par l'Iran en Irak, tuant au moins 20 combattants et 6 conseillers iraniens. Dernière information pour clôturer cette édition, le Hamas a confirmé ce vendredi le lancement de la deuxième phase du cessez-le-feu avec Israël après l'annonce du président américain Donald Trump faisant état d'un accord sur le désarmement complet du mouvement palestinien dans la bande de Gaza, une étape qui pourrait marquer une avancée dans les efforts de médiation, même si plusieurs interrogations demeurent sur les modalités de mise en œuvre de cet accord. Suivons ensemble un extrait de vidéo. Depuis hier, faisant état d'un changement de discours de la part du Hamas sur la question du désarmement. Ça corrobore aussi ce qu'on avait eu d'interviews avec des responsables du Conseil de la paix qu'on avait rencontrés ces dernières semaines et qui disaient que le Hamas avait bien changé de ton. C'est donc Donald Trump qui l'a officialisé. Il y aurait désormais un accord pour le désarmement du Hamas et donc l'entrée en vigueur de la seconde phase du cessez-le-feu tel que c'était prévu en octobre dernier. 9 mois après donc l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, il y a 2 points clés à cette deuxième phase, le désarmement du Hamas et le retrait progressif des troupes israéliennes de l'enclave palestinienne. Le Hamas qui, selon les premières informations qui nous parviennent du Caire, devrait donc se désarmer dans une période qui pourrait durer jusqu'à 8 mois, remettra ses armes au comité technocratique palestinien. Le Hamas qui devra aussi remettre le plan des tunnels souterrains et puis des Palestiniens qui ne font pas partie du Hamas mais peut-être d'autres milices ou bien qui possèdent des armes à titre privé devraient aussi pouvoir les rendre au comité technocratique palestinien. Alors ça fait suite aussi à une annonce qui est survenue dimanche dernier, le cabinet de sécurité israélien qui a autorisé l'entrée dans Gaza d'une force internationale de stabilisation ainsi que du Conseil de la paix et du comité technocratique palestinien. Alors pour l'instant leur entrée est limitée à la zone de Rafah qui est sous contrôle israélien, mais c'est aussi cette officialisation-là, cette annonce-là qui permet d'ouvrir la porte et d'ouvrir la voie vers cette seconde phase de l'accord de cessez-le-feu et donc potentiellement vers le désarmement du Hamas et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Et pendant ce temps, Claire Duhamel, à Gaza, Israël poursuit ses bombardements, au moins 6 personnes tuées hier. Oui, Philomé, il y a souvent un gouffre entre les effets d'annonce, les feuilles de route pour la paix et la réalité des faits sur le terrain. Et ça, on l'observe depuis octobre dernier. Malgré ces cessez-le-feu en vigueur, il y a de façon quasi quotidienne des frappes qui sont souvent des frappes ciblées, qui visent, disent les Israéliens, des responsables du Hamas notamment, qui tuent aussi des civils, puisque hier, parmi les 6 personnes qui ont été tuées, il y a eu un enfant de 18 mois et un autre enfant de 8 ans. Mais donc ces frappes qui se font quand même quasi quotidiennes depuis des mois et les conditions de vie des Palestiniens de Gaza qui demeurent extrêmement précaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec les fortes chaleurs estivales, eh bien, les conditions sanitaires se détériorent plus encore. La majorité des Palestiniens de Gaza vivent toujours sous des tentes dans une zone extrêmement restreinte de l'enclave palestinienne puisqu'Israël en contrôle environ 65%. Avec l'été, eh bien, les maladies sont plus fréquentes. Il y a aussi des problèmes de rats, des problèmes
problèmes de malnutrition et d'accès à la nourriture et à l'eau potable. Donc pour les Palestiniens de Gaza avec qui on parvient toujours à parler au téléphone, puisqu'on le rappelle, les journalistes étrangers sont toujours interdits d'accès dans la bande de Gaza, eh bien le quotidien est toujours très difficile et dans ce contexte, eh bien toute perspective de reconstruction de l'enclave palestinienne. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à tous et à chacun.